Le Vietnam est en Asie du Sud-Est. Le pays ouvre sur la mer de Chine méridionale. Au nord, il est frontalier de la Chine. À l'ouest, du Laos et du Cambodge, deux pays dont il est séparé par la cordillère annamitique. Cette chaîne de montagnes est une sorte de frontière naturelle entre les trois États qui court sur près de 1100 km et qui structure l'ensemble du pays. Au sud, elle laisse la place au delta du Mékong, où le fleuve termine sa course commencée plus de 4000 km en amont, depuis le plateau tibétain. On a une topographie quasi similaire au nord du pays, où le fleuve Rouge, qui prend également sa source en Chine, se jette dans le golfe du Tonkin. Ces deux bassins fluviaux, ainsi qu'un régime de moussons, ont permis le développement de la riziculture dans la région. Et si on superpose la carte de la densité de population, on remarque que celle-ci se concentre dans les régions deltaïques du Mékong et du fleuve Rouge, qui abritent par ailleurs les deux plus grandes villes du pays, Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saïgon, au sud, et Hanoï, au nord. Alors cette géographie explique en partie l'histoire du pays. D'un côté, les zones montagneuses ont constitué une barrière vers l'ouest, contribuant de fait à l'expansion des populations selon un axe nord-sud. De l'autre côté, les plaines fluviales du Mékong et du fleuve Rouge, noyaux des premiers royaumes autochtones, étaient ouvertes aux influences extérieures, notamment de la Chine et l'Inde. Eh bien, dès l'origine, on distingue ainsi deux aires culturelles, le nord sinisé et le sud indianisé. Il y a 70 000 ans, venus d'Afrique par le Moyen-Orient et l'Inde, les premiers habitants sapiens de l'Asie du Sud-Est sont les Homo sapiens negrito. Venus d'Afrique par l'Eurasie, d'autres Homo sapiens arrivent il y a 40 000 ans en Chine. Peuple Véda. Peuple dravidien. Cependant, les dernières recherches archéologiques prouvent que l'Homo erectus était présent il y a environ 1 million d'années en Asie avec l'homme de Pékin et de Java. Moins 6 000 ans, population de langue austro-asiatique. Les Mounes et les Khmers. Civilisation de l'Indus, moins 5 000 ans. Moins 3 000 ans, population de langue austronésienne. Ces peuples venus de Chine, grands navigateurs, peupleront toute l'Asie du Sud. Ils navigueront jusqu'à Madagascar. Population de langue austronésienne. Culture Dongsong. Civilisation des Xia. Peuple Van Lang, moins 2000 ans, les Aryas. Civilisation des Shang, moins 1000 ans. Civilisation des Zhou, civilisation grecque. Culture Sa-Yum. Peuple Yu, peuple Thaï. Moins 300 ans. Dynastie Han Duong Vong. Empire Nanda, Empire Qin. Peuple malais.
Việt Nam đã có người ở từ thời đồ đá cũ. Các nhà khảo cổ đã tìm ra dấu vết của người thượng cổ cư ngụ tại hang Thẩm 2, Thẩm Khuyên Lạng Sơn, núi Đọ, Ninh Bình, Nga Sơn, Thanh Hóa cách đây hàng nghìn năm. Văn hóa Đồng Đậu là nền văn hóa thuộc thời kỳ Đồ Đồng, cách ngày nay khoảng 3.000 năm. Giai đoạn Đồng Đậu được căn cứ vào di chỉ khảo cổ Đồng Đậu Vĩnh Phúc phát hiện vào năm 1964. Giai đoạn văn hóa Gò Mun căn cứ vào di chỉ Gò Mun thuộc Phú Thọ phát hiện vào Lạng Sơn có lẽ là nền văn hóa rực rỡ nhất của người Việt cổ chúng ta. Văn hóa Đông Sơn là một nền văn hóa rực rỡ thuộc thời đại Kim Khí cách đây 2.000 đến 3.000 năm. Văn hóa Đông Sơn từng tồn tại ở một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Văn hóa Sao Huỳnh là một nền văn hóa được xác định 1.000 năm trước công nguyên đến cuối thế kỷ thứ 2. Les origines du Vietnam remontent à des milliers d'années et trouvent leurs racines au cœur du mythe. La légende millénaire raconte que Auke, fée immortelle des montagnes, épousa Lac Long Quang, roi des dragons venu des mers. Auke donna naissance à 100 œufs, les 100 enfants des mers et des montagnes. Mais Auke et Lac Long Quang ne pouvaient rester ensemble. Auke repartit vers ses montagnes avec 50 enfants, tandis que les 50 autres rejoignirent la mer auprès de leur père Lac Long Quang.
tại đây, người con trưởng của bà, vị hùng vương thứ nhất, đã khai sinh ra vương quốc Văn Lang cổ đại. Trong số lễ vật dâng lên ban thờ Đức Thánh Vương, bánh chưng và bánh dày là hai lễ vật quan trọng nhất. Tục truyền, chính Lang Liêu sau trở thành vị hùng vương thứ 7 đã làm ra hai loại bánh này. Chúng tượng trưng cho trời, đất và lòng hiếu kính của con cái đối với cha mẹ. Trong các lễ cúng hùng vương không thể thiếu hai lễ vật này. Các lễ cầu tri ân hùng vương tại các làng xã thường diễn ra ít nhất trong vài ba ngày. Mở đầu là các họ tộc dâng lễ vật vào đình, đền, miếu. Tiếp đến, cả cộng đồng rước bài vị thánh đi qua làng xóm đồng ruộng để Ngài chứng kiến cảnh tượng cuộc sống hôm nay của con cháu và ban linh khí cho con người, cây trồng, vật nuôi. Trung tâm của cuộc lễ là lễ tế và dâng lễ vật tại đền, đình, miếu. Đây là những thời khắc thiêng liêng nhất, thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn của cộng đồng trước Thánh Vương. Ngoài các lễ cúng thường niên, một số làng ở Phú Thọ còn có tục mang lễ vật lên núi Nghĩa Lĩnh, mời Thánh Vương về ăn Tết với dân. Sau khi bày tỏ nguyện vọng của làng, vị trưởng lão dùng 2 đồng tiền cổ để xin thánh ý. 2 đồng tiền sấp ngửa, Thánh Vương đã vui vẻ chấp thuận. Trong bữa tiệc mừng xuân, dường như dân làng thấy hưng phấn hơn vì có anh linh của Hùng Vương cùng tham dự với họ. Ngày nay một số làng gần núi Nghĩa Lĩnh vẫn giữ tục làm lễ xuống đồng, cúng thần nông, cầu cho mùa màng bội thu. Sau các nghi thức trên đồng ruộng, một số thành viên đóng giả làm quan quân gánh lúa, cho dân cướp về làm giống lấy may. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng tạo nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật trong dân gian. Vũ điệu này được biên soạn theo truyền thuyết Hùng Vương diệt trừ quái vật. Dès l'origine, on distingue ainsi 2 aires culturelles, le nord sinisé et le sud indianisé. Cette division est une constante que l'on va retrouver dans l'histoire de ce pays. Au sud, les populations Shams ont subi l'influence des royaumes indianisés du Funan et du Chenla à l'est, et leur culture s'empreint de références au monde indien, ce qui se traduit notamment par la construction de temples dédiés aux divinités hindoues et par l'adoption du sanskrit. Les Shams fondent au IIe siècle le royaume du Champa, qui ne tarde pas à être l'objet de visées expansionnistes des Vietnamiens au nord. Au nord, les populations vietnamiennes sont progressivement intégrées à l'Empire chinois, et ce jusqu'au Xe siècle. Durant toute cette période, la région est peu à peu sinisée, notamment à travers la diffusion du taoïsme et du confucianisme. Au Xe siècle, les Vietnamiens gagnent leur indépendance à l'égard de l'Empire chinois, et le nouveau royaume vietnamien, le Dai Viet, regarde alors vers le sud. Les affrontements entre les royaumes du Dai Viet et du Champa ont duré plusieurs siècles au détriment des Chams. Le Dai Viet étend son emprise jusqu'au XVe siècle et va jusqu'à recouvrir une bonne partie du Vietnam actuel. Mais à mesure qu'il s'étend, le Dai Viet se fragilise et s'effrite sous le poids des luttes seigneuriales.
Il retrouve son unité et s'étend à la fin du XVIIIe siècle sous l'impulsion de la dynastie des Nguyen, issue du sud du pays, et prend alors le nom de Vietnam au début du XIXe siècle, ce qui signifie Viet du Sud. Dans l'ancien royaume du Champa, aujourd'hui province du Vietnam, les Cham ont pour dieu une femme, la déesse Ponagar. C'est l'une des dernières régions au monde à vénérer une divinité féminine. Cette ferveur pour la déesse s'est métissée au contact de l'hindouisme, arrivé au Champa au VIe siècle avec les marchands indiens commerçant avec la Chine. Une légende racontait que des hauts fonds marins au large de la mer de Chine coulaient les bateaux. Pour échapper à ce danger, les navigateurs indiens longeaient les côtes et accostaient au Champa, favorisant les échanges du royaume avec le monde extérieur.
Les marchands hindous ont semé leurs dieux au Champa. Accompagnés de leurs architectes, ils ont enseigné aux Chams à modeler leurs temples selon l'esthétique indienne. Une quinzaine de temples hindous sont encore disséminés dans le paysage vietnamien. Ces temples sont les plus anciens du pays. Certains vestiges ont plus de 1000 ans. Le sommet est une reproduction en miniature du mont Meru, la montagne sacrée des hindous où résident les dieux. Le temple est une représentation de l'univers, un microcosme sacré. Aux quatre coins du temple, les tours d'angle sont surmontées de boutons de lotus. Sur les murs, les effigies des brahmanes, ornées de motifs de flammes en terre cuite, rappellent la présence indienne. On entre dans ces temples par un étroit vestibule. Souvent, Nandin, buffle sacré et monture du grand dieu hindou Shiva, orne l'entrée. Shiva est l'un des dieux de la trinité hindoue, avec Vishnu et Brahma. Comme dans l'hindouisme, une caste héréditaire de prêtres dirige la vie religieuse. Ils sont les intermédiaires entre le ciel et la terre, indispensables pour célébrer les rites. Parmi ces rites, les Chams ont adopté le culte du Linga Yoni, la représentation classique du dieu Shiva. Hình tròn tức là hình tròn tức là biểu tượng, tức là cho thần Shiva, tức là đấy là dương tính và năng lực sáng tạo. Và hình vuông là thần tức là tượng trưng cho và biểu tượng là âm tính, tức là Linga Yoni. Linga et Yoni représentent les forces masculines et féminines complémentaires et inséparables qui s'interpénètrent. Ils sont symboles de fertilité. Lors des grandes cérémonies, on procède à la purification du Linga Yoni. Cette cérémonie est un rite directement hérité de l'Inde. L'Inde continuera d'influencer le Champa pendant près de 8 siècles. Mais l'heure de la grande déesse est proche. Le bouleversement viendra du royaume du Dai Viet, le nord du Vietnam actuel. À partir du Xe siècle, le royaume du Dai Viet commence son expansion vers le sud. Il lui faudra 8 siècles de guerre pour absorber définitivement le Champa au XIXe siècle. En 1471, le Dai Viet inflige aux Chams une défaite terrible. Le nord du Champa est complètement détruit et occupé. La grande capitale Vijaya tombe aux mains de l'armée ennemie. Le roi est déporté. 30 000 Chams sont faits prisonniers. Les survivants se réfugient au sud du royaume, épargnés. Les Chams rendent les dieux hindous responsables de cette déroute. Ils se rebellent et décident de les rejeter, ne croyant plus en leur efficacité. Ils renient Shiva, le débaptisent et le ravalent au rang de gardien de temple. Nandin, sa monture, subit le même sort et prend désormais le nom de Kapila. Chaque temple est renommé et dédié à un roi ou un héros divinisé du Champa. Avec l'abandon des dieux hindous, les Chams reviennent au culte des génies, antérieur à l'hindouisation.
une vingtaine de génies principaux peuplent l'univers des Cham, régi désormais par les forces surnaturelles. Les Cham conservent quelques rites hindous qu'ils vont progressivement adapter. C'est le cas du Lingayoni. Le culte est maintenu, mais dans chaque temple, le Lingayoni est personnifié et prend le visage et le nom d'un roi Cham. Ici, Poklungarai, roi mythologique du XIVe siècle. Pour l'honorer, le gardien du temple et son assistant commencent par laver la partie supérieure de la statue, tandis que, derrière, des femmes s'occupent de la partie inférieure. Curiosité Cham, sa statue de roi conserve l'ancienne symbolique du masculin et du féminin mêlés. Le masculin en haut, le féminin en dessous. Si le lavage reste hindou, la suite du rite est purement Cham. D'après les chants sacrés, l'esprit du roi descend dans le temple une fois par an, lors de la fête du Katé, pour recevoir les offrandes. Le Lingayoni est habillé d'un sarong, de bottes, d'une chemise et d'une veste. Ce rite est inconnu des temples de l'Inde dédiés à Shiva. La plupart des temples sont abandonnés. Les génies ont eux-mêmes délaissé ces temples, car plus personne n'était présent pour les nourrir à la suite des avancées vietnamiennes. Affamés, les génies ont fui avec leurs adorateurs vers le sud du pays. Sur les murs, Garuda, l'oiseau mythique qui sert de monture à Vishnu, veille encore sur le royaume disparu du Champa. Ce temple est l'un des plus beaux. La masse de l'édifice contraste avec la finesse des détails. Des frises taillées dans la brique courent le long des murs, formant des fausses portes typiques de l'architecture du Champa. Pourtant, le temple n'abrite plus de culte. D'après les Cham, les génies ont déserté l'endroit. La divinité suprême des Cham est une femme, la déesse Ponagar. Ponagar signifie la mère du pays. Sur cette colline, surplombant la mer, se dresse toujours le sanctuaire de la grande déesse. Ponagar a apporté la civilisation aux Cham. Elle leur a enseigné l'agriculture, notamment l'art d'utiliser les animaux de trait. Elle a aussi introduit la culture du riz. À l'époque de l'hindouisation du royaume Cham, Ponagar devint la femme aux 4 bras de Shiva, sous le nom de Bhagavati. Au XVe siècle, après la grande défaite du Champa face au Vietnam et le reniement de Shiva, elle reprit son nom d'origine, Ponagar. Depuis, elle est restée la divinité suprême des Cham. Dès le début de la conquête du Champa, les souverains vietnamiens
traitent la déesse Cham avec beaucoup de respect. Bien que bouddhistes, ils préfèrent être en paix avec les divinités des vaincus. Ils assimilent Ponagar et l'intègrent dans leur mythologie. Annexé par les Vietnamiens au XVIIe siècle, le sanctuaire de Ponagar à Nha Trang n'est plus fréquenté par les Cham qui ont déserté la région. Ce sont désormais les Vietnamiens qui rendent un culte à la déesse. Les bâtons d'encens sont brûlés dans l'espoir d'obtenir sa protection. Indispensable au culte vietnamien, l'utilisation de l'encens est héritée de la Chine, autant influente au nord du pays que l'Inde l'était dans le sud. La grande déesse a marqué l'organisation sociale du Champa, où elle a instauré un royaume unique, un royaume de femmes régi par la matrilinéarité. Bien que contraire au droit vietnamien, la matrilinéarité accorde aux femmes Cham la propriété des biens familiaux. L'héritage passe de mère en fille. Les filles héritent tout de leur mère, les fils n'ont rien. Au Champa, le droit familial est aux mains des femmes. Nói cho các anh để thông cảm vì người Kinh với người Chăm nó khác có một chút thôi. Người Kinh á thì bên trai như chú vậy á thì đi theo vợ theo chú phải không? Cứ về. Còn bên Chăm á, bên Chăm tôi á thì tôi là người ở đây mà lấy vợ ở kia Bào Trúc kia. Đó, nó theo vợ. Đó là khác cái chỗ đó. Après le mariage, l'époux travaille pour le clan maternel de sa femme et rien de ce qu'il crée ne lui appartient. Il est également tenu d'honorer l'autel des ancêtres de son épouse. La femme est le chef de famille. Même à l'époque de la royauté, le trône était transmis de mère en fille. Le roi gouvernait au nom de sa femme. Au Champa, s'asseoir derrière les hommes n'est pas un signe de soumission. Ce sont les femmes qui prennent les décisions. En cas de divorce, la maison familiale n'est pas partagée. Que ce soit les biens communs du couple ou même les enfants, tout appartient à la femme. Bỏ nhau phần ai nấy ở, không có chia ai hết. Tài sản sẽ làm Tài sao? sản không để cho bà luôn. Con cháu không để cho bà hết luôn. Thì cháu 100 cháu không để hết, thì không có chia cho mình một cháu. Nửa cháu không có được. Après la séparation, l'homme retourne chez sa mère. Il part en laissant tout et travaille ensuite pour sa propre lignée maternelle. À sa mort, l'homme est encore marqué par la matrilinéarité. Ses cendres sont enterrées dans la lignée de sa mère. Ces pierres, appelées koutes, rassemblent une même lignée maternelle. Les femmes sous les pierres de droite, les hommes sous les pierres de gauche. La pierre du centre est réservée aux dignitaires. Dù đi đâu tới đâu con về là đem cốt về nằm với mẹ. Còn bên ông á thì đem tới đâu tới con thờ cha, chứ không có thờ mẹ. Bên tôi thờ mẹ rồi ông phải thờ cha. Nói vậy. Toute l'organisation de la société Cham découle de cette primauté que les femmes doivent à Ponagar. C'est elle qui a enseigné l'art du tissage aux Cham. Thì bà Ponagar thì bà đó là mấy cái pha văn này, mấy cái màu sắc này là tự bà Ponagar pha chế để dạy lại cho con cháu chứ không có phải là mình để tự làm. Và hồi xưa là để làm như vậy. Theo thùa hoặc là làm được các cái pha văn. Cho nên người Chăm bây giờ thì
có thể người ta là cúng tổ là thường xuyên là ta cúng là mời bà Po Naga. Người Chăm kêu là thay hốt thì là 5 mâm cơm, thay hốt thì là cũng như là 5 mâm cơm cho một con dê cho bà, hoặc là một cặp gà là 5 mâm cơm cũng là cúng cho bà. Là bà có dạy con cháu rồi, bà dạy con cháu là sanh đẻ nuôi con, cũng là bà Po Naga. Mo a appris le métier de sa mère. Dès ses débuts, elle a eu la volonté de faire revivre la tradition Cham du tissage. Avec passion et ténacité, elle a recherché dans les villages les motifs ancestraux perdus à travers le temps. Les motifs complexes, comme ceux des ceintures de princesse, nécessitent le travail de 2 tisseuses. Le métier long sert à réaliser les pièces étroites. C'est une technique unique en Asie du Sud-Est. Les lisses principales sont tirées de bas en haut et de haut en bas par 2 pédales. Les faisceaux sont manœuvrés par des contrepoids suivant les besoins du dessin. Le métier à dossière est sans bâti. Il fait corps avec la tisseuse, reliée au métier par une lanière dans le dos. Il sert à réaliser de grandes pièces d'étoffe, comme les sarongs et les turbans. De nouveaux dessins ont été mis au point pour satisfaire le goût des acheteurs modernes. Autrefois, ces étoffes précieuses étaient réservées aux dignitaires religieux. Aujourd'hui, l'art de Po Nagar s'exporte dans le monde entier. La mer influence depuis toujours la culture Cham. Les Cham étaient un peuple de marins réputés. Les annales chinoises en parlent comme de dangereux pirates qui écumaient la mer de Chine. Aujourd'hui simples pêcheurs, les Cham ont conservé les méthodes traditionnelles, telles ces coques de noix inventées à l'époque coloniale pour échapper aux taxes sur les bateaux de pêche. En 1975, avec la victoire communiste sur le Sud-Vietnam, les Cham sont contraints de se mettre au diapason vietnamien. Le régime communiste interdit la matrilinéarité et les cultes Cham qu'il juge rétrogrades. Malgré la pression, les Cham résistent. Ils commencent par défendre leur langue. Le Cham est une langue austronésienne, de la même famille que le malais, l'indonésien et le malgache. Auparavant, seules les élites pouvaient lire le Cham. Nó cũng đã tạo cái nền tảng rất là cơ bản và cần thiết không thể thiếu được trong cái quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát triển cái văn hóa của dân tộc Cham nói riêng, góp phần coi như là làm phong phú thêm cái nền văn hóa chung của dân tộc của Việt Nam nói chung. Avec la politique d'ouverture menée au Vietnam dans les années 80, le gouvernement accepte de reconnaître la spécificité linguistique des Cham. Un programme d'enseignement du Cham est introduit dans les écoles primaires de la province. Les enfants ont droit à 4 heures hebdomadaires de Cham. Tous sont désormais capables de le lire et de l'écrire. Tất cả 100% học sinh Cham ở vùng Cham đều được học chữ Cham. Cái con số dao động trong cái phạm vi hàng năm khoảng là 10.000 em được học chữ Cham bậc tiểu học. Chưa kể ở những lớp dân dân, chưa kể những lớp của học sinh phổ thông trung học mà chúng tôi bây giờ. Support em, các em support em. Hội vi gian đấy. Các em
Le premier manuel de Cham date seulement de 1961. Il a été écrit à la main. Nếu chỉ tính từ năm 1980 trở về sau, trở về đây thôi, thì tổng số sách chúng tôi viết ở tất cả các đầu sách, gần 100 đầu sách, trong đó chủ yếu là cái bộ sách giáo khoa. Vì cái bộ sách giáo khoa, một bộ của nó thì có tới là Une langue Cham qui a su entrer dans la modernité en s'informatisant. Ngày xưa á, các ông bà ta là viết chữ á, là viết tháo á. Chữ người này viết thì người này đọc được, người kia viết thì người kia đọc được. Bây giờ muốn thống nhất như thế là phải soạn thành bằng phông chữ này, vi tính, cho nên để các em bất cứ mình viết ở đây, mình in ra thì ở đâu cũng đọc được. Các em học sinh toàn tỉnh hoặc là tỉnh khác cũng có thể đọc được. Đó, nó rất là thuận lợi. La langue a réussi à traverser les siècles. L'art de la céramique aussi. Une production que les Vietnamiens ont su exploiter et commercialiser. Cette poterie est aujourd'hui appréciée dans le monde entier, notamment au Japon. La fabrication n'a pas évolué depuis des siècles. Le tour du potier était à l'origine inconnu des Cham. Même aujourd'hui, confrontés aux soucis modernes de la rentabilité, ils ne l'ont pas adopté. Les céramistes continuent de fabriquer leurs œuvres de manière artisanale, comme au temps de leurs ancêtres, en tournant autour de la pièce à monter. Alors que les chercheurs français de l'époque coloniale craignaient au XIXe siècle la disparition des Cham, plus d'un siècle plus tard, ils sont toujours bien vivants. Ils ont traversé la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, puis la réunification du pays, sans jamais perdre leur identité. À partir de Baolac, l'ascension d'un très long chemin de terre argileuse, très glissant, en pleine montagne, conduit à l'un des villages de l'ethnie des Lolo. Les enfants se font une joie de faire l'accueil. Cette ethnie fait partie de la grande famille tibéto-birmane. On compte 3300 Lolo, dont 180 dans ce village, regroupés en une trentaine de maisons. Ils parlent un dialecte proche du birman. Les femmes Lolo sont réputées pour leur grande beauté. Leurs costumes sont brodés, les Lolos ne tissent pas.
Il faut près d'1 an pour qu'une femme réalise le costume qu'elle portera en permanence. Ils se marient entre eux, au sein même du village. Ils sont très attachés à leur terre, à leur identité, d'où quelques traces de consanguinité. Les Lolos croient que l'univers comprend 3 mondes. Le monde des êtres du ciel, du sous-sol et de la terre. Quand il fait nuit sur terre, il fait jour dans le sous-sol où descend le soleil. L'eau des sources est acheminée par des tuyaux ou plutôt des dalles de bambou. Dans ce village, 3 sources convergent vers un seul emplacement. C'est donc ici que l'eau est récupérée pour l'usage domestique. C'est aussi le lavoir et la salle de bain. Dans le village, il n'y a pas de toilette. Chacun a son coin dans la nature. Habituée aux tâches rudes, la femme manie la hache avec adresse. Le travail se partage ici, entre les hommes et les femmes. Le soc de la charrue ne peut intervenir sur les pentes abruptes. Qu'importe, le maïs y poussera. Nous sommes dans la maison du chef du village. La pièce principale est le lieu où se gèrent les affaires de la communauté. C'est aussi le cadre des festivités et des mariages. Le foyer intérieur est utilisé pour la cuisine. Une pierre est insérée dans un sol fait de planches plus ou moins bien jointes. L'homme, selon les Lolos, possède 12 âmes, dont une âme principale. Dans la maison, les âmes principales se réunissent autour de l'âtre. Les âmes secondaires de chaque membre de la famille errent partout. Si elles s'égarent ou sont possédées par des esprits malins, l'individu est malade et doit être exorcisé. Les Lolos croient aux esprits. Les esprits bienfaisants protègent la famille. Ces esprits peuvent néanmoins punir en provoquant des accidents, des maladies, si on a négligé leur culte. Les souvenirs, les papiers officiels, les photos sont rangés dans un cadre aux côtés de l'oncle O, toujours vénéré dans l'ensemble du Vietnam.
La mangeoire en bois illustre leur savoir-faire à fournir un bel ouvrage. Espérons qu'un bassin en aluminium ne vienne le remplacer. Ce foyer extérieur est réservé à cuire les aliments nécessaires aux animaux. La seule façon de communiquer avec les autres ethnies est d'utiliser la langue viet. Le gouvernement s'est donné comme priorité envers les ethnies minoritaires d'implanter une école dans les villages sous la houlette d'un instituteur vietnamien. Dans ce village, les jeunes parlent et écrivent en vietnamien. Tôi là giáo viên mầm non ở Lào Cai. Hàng ngày tôi đi khoảng gần 30 cây số đến trường. Trường tôi nằm trên một ngọn đồi vắng. Và tôi luôn coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Vì ở đó mỗi ngày luôn có hơn 20 đứa trẻ đang chờ tôi. Mặc dù đã làm công việc này được hơn 8 năm, nhưng tôi chưa bao giờ hết hứng thú để bắt đầu một ngày mới. Làm việc với trẻ con rất vui, nhưng cũng rất thử thách. Trước đây, tôi cảm thấy rất là khó để gọi các cháu đi học, vì phần lớn trẻ em ở đây là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo. Và đường tới trường rất xa, đi lại khó khăn. Mình xem thấy tẻ dễ thế mình xem ạ. Khó nên mà Au cours des dernières années, le Vietnam a réalisé des progrès considérables au chapitre du développement de son système d'éducation. Toutefois, des défis demeuraient dans les régions rurales et éloignées, surtout pour répondre aux besoins des enfants défavorisés, des enfants de la rue, des enfants handicapés ou appartenant à une minorité ethnique. Certains écoliers devaient marcher de 2 à 3 km sur des chemins montagneux escarpés pour se rendre à l'école. Il n'est donc pas étonnant que certains enfants n'aient jamais fréquenté l'école et que d'autres aient abandonné leurs études. Em tên là Huyền. Hiện thì đang đứng ở cơ sở Văn Mây thuộc trường tiểu học Phong Dụ 1 và em là một giáo viên mới. Vì các em ở đây là các em thuộc dân tộc á, thì tiếng Kinh vẫn không sõi mấy, cho nên việc dạy học rất là khó khăn. Có khi trong lớp các em nói tiếng dân tộc ấy, mình không biết nghe, cho nên mình phải học tiếng dân tộc để biết một chút về ấy. Au Vietnam, dans les hautes régions du Nord, les Hmong sont une illustration encore bien vivante du niveau de sophistication que peut atteindre la culture de la beauté et l'art de la séduction dans une société au mode de vie traditionnel. Dans ces confins, à la splendeur sauvage, les vicissitudes de l'histoire ont dessiné une mosaïque ethnique et linguistique hors du commun.
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les Hmong fuient en masse la Chine et ses rébellions sanglantes pour se réfugier au Vietnam, au Laos et en Thaïlande. Au Vietnam, les meilleures terres sont déjà occupées par des autochtones et des peuples venus de Chine et du Laos en des temps plus anciens. Les Hmong doivent se contenter des montagnes les plus inhospitalières. Près d'un siècle et demi après, ils vivent toujours là, entre 800 et 1700 mètres d'altitude. L'éloignement des centres de commerce les oblige à parcourir des dizaines de kilomètres à pied et à transporter de lourds fardeaux. Malgré des conditions de vie difficiles, pour séduire les vivants, les esprits et les ancêtres, les Hmong s'appliquent à cultiver la beauté à travers leurs costumes, leur musique et leur littérature orale. Le Vietnam compte environ 600 000 Hmong et l'on estime à 10 millions leur population mondiale. En dehors de la Chine et de leurs pays d'accueil historiques, nombre d'entre eux ont récemment émigré aux États-Unis et en Guyane. Les ethnographes les désignent sous des terminologies liées à la couleur ou aux spécificités de leurs costumes traditionnels, là où ils le portent encore. Hmong noir, blanc, rouge, vert, ou encore Hmong fleuri ou à manches galonnées. Les Hmong passent le plus clair de leur temps dans les champs à cultiver ou garder le bétail qui représente bien souvent leur unique richesse. Avec sa clarinette en bambou, ce jeune berger dissipe les longues heures passées auprès de ses buffles qu'il emmène paître dans les rizières. Parfois, il leur dédie ses propres paroles. Mais le plus souvent, il les envoie à sa bien-aimée, qui est peut-être affairée à la maison ou en train de sarcler un champ près d'ici ou plus loin, là-bas, de l'autre côté de la montagne. Mais peu importe l'endroit, c'est le métier du vent que d'emporter ces précieux mots jusqu'à elle. Comme de nombreux peuples de la région, les Hmong parlent une langue tonale. C'est-à-dire qu'un même son peut prendre diverses significations selon la manière dont il est prononcé. Ce procédé permet aux instruments de musique solistes de reproduire les mots et de construire des phrases compréhensibles. Au quotidien, les Hmong noirs se parent avec élégance de vêtements de cotonnade ou de chanvre teint à l'indigo, élégance qu'ils semblent vouloir faire partager à leurs buffles, qu'ils chérissent et soignent avec la plus grande attention. Entre quelques chamailleries, les fillettes apprennent de bonne heure à broder leurs vêtements, un atout dans la panoplie des rituels de séduction. Quant aux garçonnets, ils semblent préférer les démonstrations d'équilibristes pour briller en public. Mais il existe d'autres méthodes pour attirer le regard des petites nymphes, comme ce luth, originaire des ethnies Thaï et Nong. Comme on se marie parfois dès la puberté, il n'est jamais trop tôt pour se faire remarquer, d'autant que les nouvelles générations préfèrent le mariage d'amour au douloureux mariage arrangé par les parents. La guimbarde est par excellence l'instrument intime des rituels amoureux. Les mots ne sont pas verbalisés, mais seulement vocalisés, ménageant ainsi une certaine retenue aux propos. Mais lorsque l'on sait que de surcroît, les textes se parent de métaphores, on réalise alors combien le verbe s'entoure de pudeur. Ô petit frère,
qu'ont mangé ton père et ta mère pour te faire aussi grand, aussi fort et aussi beau? Moi, mes parents n'ont pas su m'accoucher. Ils m'ont fait comme s'ils avaient mangé des herbes sauvages. Nul n'écoute ma complainte. Je l'ai dit aux herbes sauvages dans la montagne, mais elles ne m'écoutent pas. Toi, écoute ce que je vais te dire. Au beau milieu des montagnes et des rizières, les Hmongs se servent de feuilles fraîches pour communiquer entre des points éloignés. Les hautes fréquences de ces sifflements, érigés en un véritable langage, se frayent plus facilement un chemin que la voix humaine à travers les immenses masses d'air. Si le terrain le permet, les mots d'amour, qui ont la primeur d'être ainsi transposés, seront aisément décodés à plusieurs centaines de mètres de là. Lorsqu'une jeune fille aime un garçon et que ses parents veulent la marier avec un autre, ainsi qu'il est de coutume, on peut alors entendre une littérature orale aux nombreuses métaphores. Littérature esthétique, mais ô combien déchirante. Bien qu'un tel lyrisme ne soit plus tout à fait de leur âge, cet homme et cette femme savent encore en faire la démonstration pour les oreilles attentives. Plus je gravis la montagne haute, plus haute se fait la montagne. Je cueille une feuille tendre, la porte à mes lèvres. La feuille aux lèvres, elle ne chante pas. J'appelle le compagnon de mon amour. Il ne m'entend pas. Je souffle sur la feuille. La feuille ne chante pas. La feuille aux lèvres, j'appelle l'homme que je chéris. L'homme que je chéris ne répond pas. La feuille chante. La feuille se déchire. Dans quelques semaines, ce sera le Nouvel An, période idéale pour les rencontres amoureuses. C'est dans le huis clos familial que ce jeune garçon, Hmong noir, répète ses chants d'amour en s'accompagnant d'une vielle bicorde, un instrument au jeu difficile. Les Hmong privilégient le chant a cappella. Il est rare qu'ils l'accompagnent d'un instrument. La ligne mélodique de la vielle double celle du chant. Chante lui-même contraint par les tonalités naturelles de la langue. Les Hmong ignorent l'écriture. Toutefois, une légende rapporte qu'ils possédaient autrefois le livre de la connaissance du voyage des morts au pays des ancêtres. Mais lorsqu'ils s'enfuirent vers le sud, pour échapper aux luttes les opposant aux Chinois, l'unique exemplaire de cet écrit fut mangé par les rats. Ils supplièrent la divinité Siyi, le fournisseur originel des outils chamaniques, de leur donner un nouveau livre, mais elle refusa. Toutefois, elle enseigna à 6 frères la fabrication de 6 flûtes en bambou d'inégale longueur et la manière d'en jouer pour guider les défunts vers le pays des ancêtres. Quand les 6 frères moururent, les Hmong prièrent à nouveau Siyi de leur montrer comment combiner les 6 tubes de bambou en un seul instrument et de leur enseigner le codage des paroles pour les morts. Ainsi est né le Khen. Sur cet orgue à bouche, les musiciens narrent les textes sacrés, censés guider le défunt sur le chemin du séjour des ancêtres. Mort pour de bon ou mort pour de rire, si tu es mort pour de rire, lève-toi. Si tu es mort pour de bon, tourne ton visage et tends l'oreille. Écoute le maître chanter les 36 chants de l'épître et des fantômes. Il te montre le chemin
qui mène aux ancêtres. Comme les Hmong croient que des esprits maléfiques pourraient trouver le chemin de leur village, ils prennent soin de dissimuler les traces du retour grâce à de savants pas de danse. Sur ces terres pauvres, il y a peu d'occasions de manger de la viande. Aussi ne faut-il pas s'étonner, en cette veille de Nouvel An, de rencontrer un joyeux attroupement autour d'un sacrifice de porc. Porc que l'on nourrit tout au long de l'année au prix de nombreux efforts, car la nourriture est rare. Mais c'est une source de fierté et de liberté pour ces hommes que de pouvoir vivre en autosuffisance alimentaire, même s'ils ne mangent pas toujours à leur faim. N'oublions pas que les Hmong n'ont jamais eu de pouvoir centralisé et qu'ils y sont réfractaires, qu'ils doivent leur liberté à un combat de 2000 ans face à l'hégémonie chinoise. Tandis que les femmes pressent le soja pour préparer le tofu, le pilon hydraulique, leur seul outil totalement automatique, travaille pour elles au décortiquage du riz. Mạ, tiệp của con đây nha. À Sinman, le marché a lieu tous les dimanches matins. C'est l'occasion de croiser beaucoup d'ethnies minoritaires. On en compte 54 au Vietnam. Elles représentent 14% de la population. Chacune possède sa propre histoire, sa propre langue, et on communique tous en vietnamien. Les Hmong noirs, les Hmong fleuris, les Hmong verts cohabitent avec les autres ethnies minoritaires comme les Thai, les Muong, les Nung, les Zhao, les Man. Les unes sont en jupe, les autres en pantalon noir et manteau. Toutes les minorités ont en commun la faiblesse de leurs revenus, une méconnaissance des principes sanitaires de base, le recours aux guérisseurs et aux médecines traditionnelles, une forte démographie et des liens sociaux très forts. Le sein, c'est pour le nouveau-né, la canne à sucre pour la jeune fille, la chique de Bethel pour la grand-mère.
Les chics de Bétel s'achètent comme les cigarettes. Prenez une feuille de bétel, un quartier de noix d'arec, un petit morceau de racine d'autocarpus, une pointe de chaux éteinte et mâchez lentement. Sur l'étal, la viande est fraîche. Les bêtes ont été abattues le jour même. Le porc vient en tête. Ensuite vient le bœuf, puis la chèvre. Sur le marché, c'est aussi le commerce du cochon qui est prépondérant. On y échange essentiellement des porcelets pour les engraisser avant consommation. La calculette du téléphone mobile est indispensable pour les transactions. On vérifie, on recompte les dongs. Les minorités consomment la viande de chèvre très bouillie. Ils ne s'intéressent pas à leur lait et ignorent l'art du fromage. La double pesée est sûrement une excellente méthode pour peser un animal, pas toujours docile. Les rares Viettes de la région sont les seuls mangeurs de chiens. Le choix des feuilles de tabac est l'affaire des hommes. Les femmes ne fument que très occasionnellement. Inversement, elles choisissent leur houe, leur sarcloir pour travailler la terre. Ici, ce sont elles qui travaillent. Elles ramassent le bois pour alimenter le feu de la cuisine, transportent les fardeaux et empierrent les routes. Elles sont respectueuses des traditions. Les femmes mariées se reconnaissent à leurs dents en or. L'incisive est taillée par le spécialiste, dont l'établissement se remarque aisément sur le marché. Elle semble bien supporter la roulette en dehors de toute anesthésie. Dans les montagnes, toutes les occasions sont bonnes pour trinquer. Les femmes sont autant exposées que les hommes. Quelques-uns ont recours à une alimentation saine. Quand les affaires sont terminées, avant de repartir, on se retrouve entre amis ou en famille autour d'une soupe et des viandes bouillies. L'alcool fait aussi partie du repas. Heureusement, le cheval connaît bien le chemin du retour.